Bonjour à tous et bienvenue, directeur Angèle Radio Insolite. C'est un moment de bonheur extraordinaire et tout, puisque vous savez que nous sommes le 14. Et le 14, eh bien, c'est une semaine avant le 21 juin. Et si je ne dis pas de bêtises, je suis avec toi, Nicolas, qui est un chanteur, et tu vas nous chanter une petite chanson. Tu vas interpréter l'année prochaine pour la fête de la musique. Ok, on va chanter une petite chanson sur les plantes. Je vais interpréter une chanson de Zaza Fournier qui s'appelle La jeune fille aux fleurs. On t'écoute. Vous êtes dur. Non, je préfère pas ça qu'il y ait Zaza Fournier. Mais évidemment, on était une semaine du 21 juin, et vous savez qu'on va faire la fête de la musique, mais assez conséquente. Vous avez vu qu'on est dans un endroit partout, il y a du vert. Okay. On est dans un endroit avec des plantes. Nicolas, c'est qui la dame là, qui nous regarde ou qui, je sais pas, Audrey. Oui. Ah, elle s'appelle Audrey. Il me semble. Ouais. Et elle fait quoi, Audrey, dans la vie? Audrey, elle interview des gens qui ont des trucs un peu insolites. Ouais, des gens pas normaux comme moi. Ouais, des extraterrestres. Ouais, des gens qui ont des casquettes parfois. Et des masques, beaucoup de masques en ce moment. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Bon, Audrey, je te laisse prendre la main puisque c'est toi qui as trouvé dans tout cet univers assez extraordinaire une personne qui est à côté de moi qui s'appelle Nicolas. Voilà. Et il y a une originalité simplement, sachez-le, vous savez que je suis en partenariat avec Régus depuis un petit moment. Régus, les coworking. Il y a Régus qui est juste en face. Et je trouve ça assez génial. Audrey. Merci Alain. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Donc oui, j'ai eu un coup de cœur lorsque j'ai découvert l'OVNI Nicolas Talieu et l'OVNI SPV. Il va nous en dire plus. Et je suis très heureuse que cette idée ait bien plu à Alain pour lancer cette série d'interviews touche à tout et hybride. Comme annoncé récemment, l'idée, c'est de trouver des personnalités ou des métiers mettant en évidence ce que j'ai pu évoquer dans mon livre Éloge des métiers hybrides pour les touche-à-tout et les autres. Et Nicolas a créé très récemment quelque chose qui manquait vraiment dans le monde d'aujourd'hui, qui est la SPV, la Société protectrice des végétaux. Et pour info, j'ai éclaté de rire quand André m'a dit voilà, il a créé la SPV, je regarde la SPV. Oh, j'ai pris une crise de fou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a une société protectrice de végétaux. Bon, voilà, on y est. Et en plus, à Lyon, on imagine. Et à Lyon 7e, donc récemment créé, d'après ce que j'ai compris. Et Nicolas se définit, en tout cas, c'est le nom de son site internet, legardiendesplantes.com. Il se définit comme, entre autres, le gardien des plantes. Donc, aujourd'hui, ce qu'on avait envie avec Alain de mettre en évidence, c'est la raison d'être de cette SPV, qui nous en dise un petit peu plus et sur lui, et sur son parcours, et sur ce qu'il a créé. Donc, on va parler bien-être végétal, on va parler anti-gaspillage, on va parler anti-maltraitance, on va parler circuit court en milieu urbain. Et puis, je vais vous donner quelques petites clés de lecture de ce superbe métier hybride, en tout cas tel que je le définis moi. Il va nous en donner tout un tas d'informations. Nicolas, bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, ce que tu fais, à ta manière, puisque moi, je l'ai présenté avec ma vision et mon coup de cœur, mais de ton côté? Ma manière à moi, ça serait plutôt en fait, je me définis aujourd'hui ma signature mail, j'aime beaucoup parce que c'est marqué plant-sitter et broc-planteur. Et en fait, c'est aussi si je le mets dans cet ordre-là, c'est parce que c'est la suite logique. J'ai commencé par regarder des plantes et donc je suis un plant-sitter de base. Et j'ai monté ce que j'appelle une broc-plante, qui est une brocante végétale. Et après, j'ai commencé à me faire taper sur les doigts comme quoi les végétaux étaient vivants et qu'on n'avait pas le droit d'en faire un amalgame avec la brocante. Et je me suis dit qu'ils n'avaient pas bien compris, ils n'avaient pas bien vu mon site web du Gardien des Plantes, comme vous l'avez fait, parce que si on le voit, on se rend compte que les végétaux ont carrément une place très importante pour être vivants, au sein de ma tête, en tout cas. C'est dommage que je sois tout seul à penser ça, mais je finis par comprendre. Non, pas tout seul. Les mentalités doivent évoluer quand même au fur et à mesure, mais c'est justement avec des gens comme toi que ça permet de prendre conscience, de se questionner et de se dire, mince, on n'avait jamais pensé à ça de cette manière-là, mais ça fait sens. Donc, moi, c'est ça que j'aime en fait. Il faut revenir un petit peu en arrière. On retourne à l'école primaire, on se rappelle les cours de bio et on se dit, dans la vie, il y a deux vivants. En tout cas, sur Terre, il y a deux êtres vivants. Il y a les animaux et les végétaux. L'homme fait partie des animaux. Et puis, je ne sais pas pourquoi, après, on rentre dans un âge où on commence à pouvoir consommer avec de l'argent.
Et du coup, on n'achète pas vraiment des animaux. On sait qu'il faut, il faut avoir un certain respect auprès d'eux. Par contre, on achète des végétaux comme on achète des objets. Excuse-moi, mais si je comprends bien, on a oublié des invités un peu exceptionnels. Tu ne nous as pas présenté notre quatrième invité. Alors, celui-ci, je l'ai appelé Ali, parce que, Ali, voilà, je donne le prénom des propriétaires. Donc ça, c'est une plante qui est en gardiennage jusqu'à donc sur la petite étiquette, c'est marqué jusqu'au 13-06. Et donc, comme on l'a dit, on est 14. Donc, ben voilà, elle a été abandonnée un jour de plus. Et derrière, nos invités, c'est d'autres? Et derrière, alors je n'aurais pas donné un nom à tout le monde parce que j'ai 500 êtres vivants qui rentrent par semaine autour de moi, mais je n'ai pas forcément le temps de les nominer. Mais oui, après, je peux vous présenter Benjamin, le ficus benjamina. Je peux vous présenter Elastica, qui est un ficus aussi, en caoutchouc, et qui sont déjà adoptés, ceux-là. J'ai été les récupérer sur un chantier, et puis enfin, il y en a un que j'ai récupéré sur un chantier qui était dans un hall d'immeuble et qui allait être démoli. Et donc, les gens m'ont appelé en disant il faudrait faire quelque chose avec ces plantes qui sont super âgées, elles ont une trentaine d'années, et on trouve ça dommage de les mettre à la poubelle. Donc, du coup, j'ai été là avec ma petite bêche, et puis il y a une autre dame qui m'a dit qu'elle est toute contente d'être à nouveau grand-mère. Et ses enfants, du coup, ses petits-enfants sont nés en Allemagne, donc elle va faire beaucoup de va-et-vient entre la France et l'Allemagne, mais elle va rester plus de temps en Allemagne pour s'occuper des petits. Et donc, du coup, plutôt que de voir ces plantes mortes quand elle va revenir dans 9 mois, elle a préféré les donner à la SPV pour repartir dans un bureau ou autre. Et donc, du coup, celle-ci qui est déjà dans un pot qu'on mettrait chez nous avec un joli pot, et ben, il est parti, il part demain. Il a été vendu. Donc, c'est une zone de transit en attente d'une adoption. C'est ça. Donc, en fait, moi, j'ai dans mes nombreuses activités, du coup, il y a le gardiennage, où du coup, là, c'est juste pendant des périodes d'absence. Ce qui est très rigolo, c'est d'envoyer des nouvelles aussi. Là, j'ai une personne qui m'a laissé des orangers pendant un an. Et, parce qu'il était en mutation pour le travail. Et du coup, je me disais, c'est dommage, il ne va pas avoir ses oranges cette année. Donc, du coup, je lui envoie ses oranges, je lui envoie des petites photos de temps en temps en disant, vous avez vu, il est en fleurs, il se porte bien. Et puis, j'essaie d'en faire un peu moins, mais de temps en temps, il y a une tempête et les citronniers s'effondrent. Alors, du coup, je tiens en compte. J'envoie des petites images comme ça. Et l'idée, c'est vraiment de faire du plant sitting et de vérifier que tout va bien et de donner les informations aux propriétaires qui ne peuvent pas être là, mais qui pensent souvent leur plantes parce qu'elles en fait, elles traversent une histoire vraiment avec leur propriétaire. Et les gens sont attachés à ça. Et donc après, donc ça, c'est l'activité du gardiennage des plantes. Mais par contre, l'activité de la SPV, elle lutte contre le gaspillage pour repenser la façon dont on entretient nos relations avec les végétaux. Et donc, pour ça, en fait, je m'adresse à plusieurs acteurs qui, eux, vont gaspiller. En fait, il y en a beaucoup. Il y a énormément de. C'est là où je me rends compte que je ne suis pas prêt de chômer. Il y a énormément de travail à faire là-dessus. Déjà, entre changer les mentalités et la façon de faire. Et après, le parti, c'est de se dire, en fait, les particuliers qui déménagent, qui ne peuvent pas emmener leurs plantes et qui, du coup, veulent s'en séparer. Ceux qui ont, je sais pas, ils ont juste envie de changer un massif et il y a une plante qui est énorme dedans. Du coup, ils vont la dézinguer complètement. Donc, moi, je vais plutôt venir les aider pour réussir à faire en sorte de redistribuer ce végétal au lieu d'aller l'acheter dans des productions qui ont été faites je ne sais pas où. On se dit qu'on peut se les échanger entre voisins, mais il faut juste avoir le matériel et le temps pour le faire. Donc ça, c'est pour les particuliers. Après, pour les professionnels, on va avoir tous les producteurs qui sont locaux, qui sont aux alentours de Lyon, et qui, eux, en fait, doivent faire du tri tous les ans. Et ce tri-là, en fait, il finit à la poubelle pour une simple et bonne question, c'est le fait que les gens ne sont pas prêts à payer moins cher pour des végétaux moins beaux. Mais ce que je vois, c'est la quantité, et ce qu'eux, ils voient, c'est la quantité de travail qu'ils ont fait jusqu'à là. Des fois, c'est des plantes qui ont 5 ans de pépinière et qu'en fait, on n'est plus capable de vendre au prix des 5 ans de travail. Et donc, du coup, on se dit, on va les jeter. Et à une époque, ils faisaient des braderies. Puis, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ne gagnaient plus assez d'argent parce que tout le monde venait pour le tour de la braderie. Et donc, en fait, ce que je propose aujourd'hui à ces producteurs-là, c'est d'arrêter de souffrir du gaspillage en leur disant, moi, je vous rachète à bas prix, mais je vous rachète et j'amène en centre-ville. Comme ça, en fait, ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut absolument amener de la verdure en ville. Si on a la parcelle et qu'on a les végétaux, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas le faire.
donc les producteurs. Et puis ensuite, on va avoir tous les magasins, les revendeurs. Un fleuriste, c'est la fête des mères, il faut qu'il ait un fleuriste, une boutique qui soit exceptionnelle avec plein de fleurs de partout. Et donc, du coup, pour ça, il va devoir enlever toutes les plantes qui n'ont plus de fleurs. Et ça se comprend, hein, on cherche à avoir de bonnes qualités. Mais par contre, ce qu'on ne comprend pas, et là, encore une fois, lui, il souffre, c'est qu'il va devoir jeter des végétaux. Et donc, du coup, je propose de refaire. Mais en fait, c'est un retour au producteur. Et ce producteur, c'est moi. Et donc, du coup, je reprends. Si j'arrive à le revendre, tant mieux, comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'appelle les plantes qui sont sauvées. C'est que, du coup, en fait, moi, je vais les sauver parce que je vais les racheter. Mais il y a aussi la personne qui l'a acheté qui va la prendre sous son aile. En fait, il vient de faire une adoption. Il se met en tant que responsable de cette plante-là. Et aujourd'hui, je suis très content de voir que les retours. J'ai des petits SMS avec des photos en me disant la plante elle va super bien, en fait il ne fallait pas l'acheter. Et je dis oui, bien sûr, mais malheureusement le circuit aujourd'hui ne me permet pas de le faire. Et donc du coup je donne cette possibilité-là du coup aux fleuristes et aux grossistes. Les plus compliqués à convaincre, c'est les grossistes. Audrey, ça a toujours existé, les végétaux dans notre monde? Depuis que le monde est monde, ça a toujours existé? De toute façon, les végétaux étaient là bien avant l'être humain, déjà. Ils seront certainement là après nous. Je ne sais pas quand, mais… Attends, t'as entendu ce qu'il a répondu? Non, je n'ai pas entendu. J'ai dit que je m'étais entendu. Et pour moi, la place du végétal est fondamentale. Et on est dans une relation complètement toxique avec nous-mêmes et avec les végétaux qui ont beaucoup à nous apprendre. Alors, heureusement, bon, il y a des gens comme toi, Nicolas, il y a des gens autres qui véhiculent beaucoup ces messages-là de différentes manières, avec des spécialistes, des botanistes ou autres qui commencent à vulgariser. Et c'est très bien, on les voit de plus en plus en intervention à droite, à gauche, sur comment ça fonctionne, l'intelligence des plantes, enfin, ce qu'on appelle l'intelligence des plantes, les champignons, etc. Enfin voilà, c'est tout un monde qui remonte à notre conscience, parce que nos ancêtres avaient l'habitude de vivre avec et de communiquer avec les plantes. Ce qu'on voit encore aujourd'hui avec notamment les peuples premiers, mais nos ancêtres occidentaux, on va dire, avaient ce type de communication, de relation saine d'égal à égal, c'est-à-dire on est juste des maillons du vivant. Et il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. On est juste collaborateurs avec des avantages et des inconvénients des deux. Mais cette esclavagisation, cette instrumentalisation du végétal, je trouve ça complètement affreux. Tu veux dire quelque chose? Tu as peut-être quelque chose à… Effectivement, on s'en sert beaucoup. Moi, je vois le végétal comme on a compris aujourd'hui qu'on a besoin de lui pour mieux respirer, pour amener un air moins sec et en tout cas purifier l'air en ville. Et on l'amène dans un milieu qui est très hostile. Et en fait, on le fait en masse. Et en fait, parce qu'on sait que c'est la bonne solution, mais on a oublié que ce qu'on lui faisait, en fait, on lui met des menottes au poignet, quoi. mais complètement. Et en fait, voilà, on le met vraiment dans un endroit qui n'est pas bien pour lui. Et ça, c'est le mauvais penchant de l'homme, de se mettre au milieu de tout. Lui, c'est lui avant tout. Et moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ma logique sur ma vision de l'avenir, où quand on parle de réchauffement climatique et tout ça, en fait, on voit la catastrophe écologique que ça va être. L'homme a vraiment fait n'importe quoi avec la planète, et du coup, la planète n'a plus d'avenir. Et je ne suis pas d'accord. Je pense que la planète a peut-être un avenir, mais qui n'est pas avec les plantes, qui n'est pas avec les hommes. En fait, il y aura des plantes, et elles étaient là avant nous, elles seront là après nous, et tant que l'homme continue à agir de façon égoïste, en fait, qui ne s'intéresse pas plus en profondeur à l'intelligence des plantes, justement, et on n'est pas capable de progresser. Il faut juste se dire que en fait, notre façon d'évoluer à nous, si on veut qu'elle se fasse bien, il faut qu'elle prenne exemple sur la façon d'évoluer des plantes. Parce qu'elles n'ont pas peur du réchauffement climatique. Il y a des plantes qui sont capables de vivre dans le désert, comme il y a des plantes qui sont capables de vivre en Antarctique, et nous, on n'est pas capable. Donc, effectivement, quand je vous dis que je m'entends dans vos phrases, c'est qu'elles étaient là avant nous et elles seront là après nous. Et il faut apprendre à les écouter et à savoir comment est-ce qu'elles réagissent si on veut réussir à nous faire pas mal de choses sur notre fonctionnement. Et à changer les conditionnements qu'on a. Enfin, j'intervenais ce matin sur le sujet touche à tout. Ce n'était pas le volet métier hybride, c'était le volet touche à tout plus particulièrement. Et j'ai pris l'analogie à la fin
Donc, je ne vous refais pas toute l'histoire, mais l'analogie à la fin, j'étais là, voilà, les touche-à-tout, c'est un petit peu, un touche-à-tout épanoui, c'est un petit peu comme un chêne dans une prairie. Et un touche-à-tout coincé, on va dire, par la société dans laquelle il vit, c'est un arbre élagué en plein centre-ville. Et enfin voilà, moi, ça me désespère à chaque fois que je vois des moignons comme ça. Je me dis, mais on ne peut pas juste agresser comme ça les végétaux. C'est quelque chose qui me retourne complètement. Donc, enfin voilà, je pense qu'on s'entend bien sur ces sujets-là. Il y a différentes formes de taille sur les arbres en ville. Et donc, il y en a un que j'adore qui s'appelle la marquise, qui est magnifique, qui vous fait une jolie petite arche avec un côté droit. Et en fait, cette forme de taille, en fait, elle est juste créée pour pouvoir dire contre le bâtiment et laisser passer un camion. Et je me dis, enfin, ça me marque bien l'esprit de l'humain qui veut des arbres en ville, c'est important, mais par contre, il faut laisser passer des camions et des arbres et des bâtiments. Donc, du coup, un côté droit, il y a une arche. Et ça, on se dit, ça fait super, ça fait joli, mais je suis encore très choqué de voir le nombre de personnes qui viennent me rencontrer et à qui j'explique qu'un arbre, ça a plusieurs formes et que ces formes, elles sont juste dues au travail du pépiniériste, d'avoir un tronc de 1,80 m qui est fait avec un point de greffe à 1,80 m, 2 mètres. Ça, c'est ce qu'on appelle une tige, qui est faite en fait pour pouvoir passer dessous, nous, en tant qu'humains. Les gens me disent, mais non, n'importe quoi, il pousse comme ça. Non, non, ça ne pousse pas comme ça n'existe pas. Vous avez des arbres en forêt, vous n'êtes pas capable de passer sous les branches pour pouvoir passer la tondeuse. Et on n'a pas cette vision-là, on ne se rend pas compte de à quel point est-ce qu'on fait un peu ce qu'on veut. Il y a des montagnes complètes qui ont été ravagées, on a tout taillé et on a ramené d'autres plantes à la place parce que c'était plus productif pour se nourrir à une époque ou pour ramener des nouveaux animaux ou quoi. Et encore une fois, là, nous, on se balade dedans, on se dit, tiens, c'est complètement naturel, c'est super chouette. C'est pas naturel, ça a été planté par l'homme, ça a été complètement détruit et l'écosystème qui est en place fonctionne, mais c'est un écosystème qui est créé complètement par l'homme. Est-ce qu'il y a une prise de conscience durant ces 15 mois de confinement? Parce qu'on a vu des choses extraordinaires apparaître. Non, alors oui, on a l'impression, pardon. Ouais, c'est ça, c'est que je dirais pas que c'est une prise de conscience. Pour moi, le plus gros désastre dans tout ça, c'est qu'il y a eu des projets qui ont été, comme tout, hein, qui sont très bien fondés, de ramener des plantes en ville, et c'est vachement bien. Par exemple. Le problème qui s'est relevé derrière, c'est que du coup, on s'est mis à surconsommer. Et donc, comme dans n'importe quel milieu, on fait par exemple de l'agriculture. On sait qu'aujourd'hui, il est très mauvais de faire un gros élevage très productif. Il vaut mieux avoir plein de petits élevages. Et donc, du coup, maintenant, ce que j'applique moi avec beaucoup d'avance sur les plantes, c'est de dire, plutôt que de faire une grosse serre énorme avec beaucoup de voyages qui fait une empreinte carbone qui est énorme sur chacune des plantes, il vaut peut-être mieux en faire moins, un peu partout, et se les échanger. Et ça, il y a déjà des groupes qui le font gratuitement ou pas. Le truc, c'est que ce n'est pas assez mis en avant. Et donc, du coup, ce que fait ma boutique, c'est de pouvoir dire, si vous avez des plantes en trop, ne les jetez pas, amenez-les. Et comme ça, on se les partage entre voisins. Quand on a la chance d'habiter dans une ville comme Lyon, on est suffisamment nombreux pour pouvoir se les échanger tous ensemble et faire une production qui est locale, parce qu'en fait, le pied-mère est issu de son voisin. Et ça, c'est très intéressant. Mais ce que je vois, moi, du coup, avec le confinement, c'est qu'en fait, on a passé beaucoup de temps à s'ennuyer. Quand on passe beaucoup de temps à s'ennuyer, on veut pouvoir sortir, on était confiné à l'intérieur. Donc, du coup, on ramène l'extérieur à l'intérieur. Et un moyen de s'occuper, c'est de jardiner. Et donc, tant mieux. Ça ramène des plantes partout. Le truc, c'est que là, en fait, on parlait tout à l'heure de nos grands-parents qui savent apprendre le langage des plantes. Eux, ils ont appris avec le temps. Ils ont récupéré une plante, ils ont appris comment est-ce qu'elle dit là j'ai trop chaud, j'ai trop soif ou j'ai pas assez soif. Et ils arrivent à voir parce qu'en quelques années, ils ont appris à comprendre comment se développer cette plante-là. J'adore les anciens livres de jardinage parce qu'ils nous apprennent justement à décrypter chacun de ces langages-là avant de nous faire une recette de cuisine. Et je parle beaucoup de recettes de cuisine parce qu'aujourd'hui, quand on ramène une plante, on se dit il faut réussir à la vendre. Pour réussir à la vendre vite, il faut que les gens comprennent rapidement comment est-ce qu'ils vont faire pour entretenir. Donc, du coup, on arrose une fois tous les 15 jours en été et une fois tous les mois en hiver.
on ne sait pas quelle quantité, on ne sait pas pourquoi, en fonction de si on l'a mis plus à la lumière, plus à l'ombre, plus à un endroit avec un chauffage au sol, avec une aération ou pas, en fait, la plante, elle ne va pas du tout comprendre. Et l'idée, ce n'est pas de faire des recettes de cuisine comme ça, avec des notices, mais vraiment de dire, si elle devient jaune, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Ça peut être dû à la lumière, ça peut être dû à l'arrosage. C'est souvent lié ensemble. Vous mettez une plante plus au soleil, du coup, elle va avoir besoin de plus d'arrosage parce que du coup, l'eau va s'évacuer plus vite. Donc, du coup, elle va finir par sécher. À l'inverse, plus elle est à l'ombre, moins elle va avoir besoin d'eau. Et donc, du coup, plus elle va jaunir. Et ces langages-là, en fait, aujourd'hui, on ne les sait pas parce qu'on nous dit, vous avez acheté une plante, c'est pas compliqué, vous l'arrosez tant par semaine. On ne connaît même pas la quantité, alors qu'on va faire la même recette de cuisine, si je peux reprendre l'expression, pour un Ficus benjamina qui a 30 ans, qui a un pot qui est énorme, avec le même petit qu'on vient d'acheter en bouture, dans un pot qui est tout petit. Vous mettez un verre d'eau dans un pot qui est tout petit, ça ne lui fait pas le même effet que dans un gros pot. Ça paraît complètement... C'est très visuel. Mais en fait, les gens n'apprennent pas ça. Et en fait, si vous venez à la SPV, il n'y aura aucune fiche d'entretien pour aucune plante parce que le but, c'est que vous vous posiez la question de comment est-ce qu'on fait. Et donc, du coup, pour ça, il faut aller voir quelqu'un qui connaisse et qui vous dise comment est-ce qu'on fait. Et ça favorise le lien social et ça voilà. favorise la transmission de connaissances. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de demandes d'ateliers et que je réponds aussi à ce truc-là. Pour moi, il y a une personne qui vient, qui me dit « j'ai un parasite chez moi », je ne vais pas lui dire « il faut le traiter avec ce truc-là, achetez-le et démerdez-vous ». Par contre, ce que je vais préférer, c'est venir chez lui, faire le tour de toutes les plantes et dire « oui, les parasites, ils sont partout là, je vais vous montrer sur une plante comment est-ce qu'on fait et vous le refaites à la maison après et vous me dites comment est-ce qu'on fait pour s'il y a un souci ou quoi, vous m'envoyez un message ». Le but, c'est qu'on apprenne et ce qui est dommage, c'est qu'on a désappris. À force de le voir vraiment comme on a bougé, parce qu'on a eu une surconsommation, en fait, on a acheté et on s'est dit, si jamais ça ne va pas, c'est pas grave, j'ai perdu 2 €. J'en rachète une. Voilà. C'est passionnant parce que... Oh, pardon, Alain. Oui, je ne sais pas auquel des deux je dois poser la question là maintenant. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu es considéré par Audrey comme touche-à-tout et hybride? Ou Audrey, est-ce que tu peux lui dire pourquoi? Ah ben, c'est ce que je voulais. Ouais, mais moi, je voulais te mettre sur le pied, je vais te piéger. Alors, à ton avis, est-ce que tu sais déjà ce que c'est touche-à-tout hybride? Hybride, je vois l'image parce que pareil, c'est un langage de plantes. Touche-à-tout, les plantes, elles ne touchent pas à tout. Alors, du coup, je ne sais pas si je suis capable de répondre à ça. Non, mais c'est toi qui es touche à tout après. Tu as le droit de faire appel à une amie si tu veux. Non, l'idée, moi, j'aurais plus envie de me focaliser sur l'aspect métier, enfin, ce que moi j'appelle métier hybride. Chacun y met le terme qu'il veut. C'est vraiment ouvert, c'est une proposition pour considérer l'activité professionnelle ou les activités professionnelles différemment. Donc, si je reprends un petit peu quelques clés de lecture dans mon livre ou voilà, quand j'interviens, moi, ce que je retrouve chez toi, et qui fait que spontanément, comme ça, je me suis dit, c'est un métier hybride intéressant, c'est que d'abord, il y a la notion de contribution noble. Donc, on n'est pas dans un job, on est dans un métier au sens noble du terme. Comme à l'ancienne, des gens de métier qui contribuent, qui œuvrent à quelque chose. Il y a une sorte d'engagement. Ça, c'était le premier point. Alors, à toi de me dire après si tu es d'accord ou pas d'accord. Et ensuite, en termes d'activité en tant que telle, il y a à la fois... voilà, c'est mon ressenti. Il y a à la fois une combinatoire, puisqu'on voit bien que tu as plusieurs, voilà, il y a du conseil, il y a du gardiennage, il y a du soin, il y a de la transmission de connaissances, voilà. Donc, il y a une combinatoire d'activités proposées. Il y a un aspect créatif, fallait avoir l'idée quand même de créer une SPV, voilà. Et en plus de ça, ça amène à une évolution. On va dire une évolution des mentalités, une évolution de la société. Alors que cette évolution, elle soit anecdotique ou qu'elle soit en profondeur, mais ça contribue à faire bouger les gens et bouger la manière dont ils... Voilà. Et c'est pour toutes ces raisons-là que pour moi, spontanément, je me suis dit, Nicolas, il exerce un métier hybride. Est-ce que ça te parle ou... Oui, complètement. Alors, je pense que toutes les personnes qui sont venues et qui m'ont rencontré sur la SPV, parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu d'aide, j'ai trop de demandes à être partout. Merci d'avoir accepté pour nous, alors. C'est mon jour de congé, c'est bon. Je ne suis pas avec n'importe qui, hein, tu as vu, hein, il a un sacré. Hein.
Et je pense qu'ils ont ressenti ce truc de c'est pas une passion, c'est carrément une rébellion que j'ai. Et ça m'est arrivé de crier un peu au milieu de la pépinière contre des clients sur des pratiques, mais enfin, c'est jamais contre eux, hein. C'est toujours, il y a des choses qui m'énervent beaucoup. Non, et c'est pas qu'avec les plantes, c'est une façon de vivre aujourd'hui. Comme vous dites, les métiers, aujourd'hui, je trouve qu'on fait beaucoup en monotâche, avec pas beaucoup de passion. J'ai beaucoup de personnes dans mes amis qui ont autour de la trentaine et qui font soit un burn-out, soit une reconversion. Et je me dis, c'est pas normal. À une époque, on faisait 40 ans de travail dans le même métier. On évoluait dans ce métier-là, on était toujours passionné, on était toujours intéressé par faire ça. C'est qu'il y a un moment où il faut arrêter avec la rentabilité, il faut juste aimer ça, quoi. Il faut continuer dans un travail qui nous intéresse. Et malheureusement, aujourd'hui, pour réussir à le faire, il faut que ça soit pas viable, ou alors faire un métier qui soit viable, et à côté, faire du bénévolat. Et cette question de bénévolat, je me dis, mais c'est scandaleux. En fait, on ne devrait pas être bénévole. Si on aime faire un truc et qu'on a des compétences, on le fait et on vit avec. Et c'est là-dessus que je suis très rebelle, en fait. C'est qu'aujourd'hui, j'ai dit, moi, j'ai ce projet-là. Ça fait 3 ans que j'y pense, qu'on m'a regardé un peu comme un extraterrestre en disant, il est sympa ton projet, mais je ne vois pas trop comment est-ce que tu vas en faire quelque chose. Si tu as envie de prendre le risque, moi, je te suivrai. Laisse-les parler. Donc, et c'est ça, et en fait, je me suis vraiment battu jusqu'au bout. Et il y a quelques personnes qui m'ont donné raison. Et en fait, c'est il y a même cet essor-là là, que je subis en ce moment de l'engouement et du soutien de plein de gens. C'est de dire, mais en fait, il est taré, mais il est taré pour nous, donc tant mieux, nous, on va le suivre. Et autant que ça serve d'exemple, quoi. Et ça, c'est que parce que je suis quelqu'un de très borné qui va croire en mes rêves d'enfant et qui va continuer à me battre avec et de foncer avec toute la naïveté et l'innocence pour continuer à vivre ça. Donc voilà, il y a des personnes qui vont faire des business plans pendant 3 ans pour réussir à développer une activité qui va fonctionner moyen. Et moi, j'ai décidé de ne pas prendre la case des 3 ans de business plan et de me dire, bah, j'ai toutes les cases en main, donc du coup, on va voir. Et puis, si jamais, bah, j'ai perdu de l'argent. Mais au moins, j'aurais essayé de vivre mon rêve. Audrey, c'est la gentille. Moi, je suis moins gentil. Tu es prêt pour une question insolite? C'est pas un phénomène de mode. La plante, ne m'en veux pas. Ah non, pas du tout. Est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène de mode ou dans un effet de mode? Tant mieux. Non, alors tu dis la plante. Pourquoi tu as répondu la plante, oui. La plante est en ce moment, on est en plein dans un boom de, effectivement, la plante, c'est très à la mode. Et d'un côté, si ça peut nous servir à faire changer les mentalités, tant mieux. C'est juste, pourquoi refuser la mode? En fait, moi, je ne vais pas lutter contre une mode, hein. D'ailleurs, dans la plante, on le sait, il y a une année, c'est les plantes rouges qui vont très bien fonctionner, et puis l'année d'après, c'est les plantes bleues. Et ce n'est pas une question d'insectes, hein, c'est une question de goût et de couleur, et des publicités qui vont nous donner un peu plus de bleu et qui ont décidé que cette année, c'était bleu. Et du coup, on voit des massifs de bleu dans les plantes, et on se dit, bah, tiens, c'est super joli, et en fait, ça, c'est l'inconscient qui nous parle, et c'est l'inconscient travaillé. Si on peut faire en sorte que la mode aille dans le bon sens au niveau écologique, ça ne peut pas être néfaste. Et ce qu'il y a de bien avec la mode, c'est que c'est un phénomène qui touche à plein de gens. Et donc, c'est comme ça qu'on fait des révolutions. Si en mai 68, la mode, c'était de faire des regroupements très libertins, et ben, ça nous a fait évoluer. Et grâce à ça, on a une émancipation qui est énorme. Donc, finalement, la mode, c'est pas toujours mauvais. Donc, je ne crache pas dessus. Audrey, dans tout château hybride, est-ce que tu mets aussi le fait de pouvoir s'adapter à toutes les situations? Parce que je ne sais pas si au mois de juin, Complètement. nous pouvons avoir des conditions comme ça. On a eu du gel au mois de mai. On est passé, je crois, dans le Beaujolais de 35 degrés, etc. Est-ce que c'est ça aussi un touche-à-tout hybride, quelqu'un qui est capable de se remettre en cause tous les matins? Oui, à partir du moment où il a une assise, c'est-à-dire où il a une conviction, où il a une passion, où ce qu'il fait sens. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Alors, je mets des guillemets parce que s'il y a, voilà, les conditions extérieures sont parfois difficiles, mais c'est ça notre chance en fait. Et peu importe que ce soit un phénomène de mode, peu importe que ça paraisse utopique, c'est ça qui fait bouger les sociétés. C'est ce que j'explique aussi
de plusieurs manières. C'est que s'il n'y a personne pour faire bouger l'existant, c'est une société qui se meurt, qui reste sur ses acquis. Donc, on a besoin de gens qui dépoussièrent, on a besoin de personnes qui foutent le pied dans la fourmilière, on a besoin de gens qui disent « mais moi, j'ai envie de faire autrement ». C'est ça qui fait évoluer la société et c'est ça qui fait évoluer les mentalités. Et moi, je me battrai toujours pour défendre des personnes qui ont des idées dites saugrenues, simplement parce qu'elles ont une nature à faire bouger les choses et ne pas accepter ce qui existe pour argent comptant quand ça ne fait pas de sens pour elles. Ça fait longtemps, le temps pour changer de métier, c'est-à-dire que tu étais pépiniériste et tu t'as lancé la SPV. Parce que pépiniériste, c'est bien tranquille. Transition douce ou un virage radical? En fait, je suis quelqu'un d'instable. Je ne suis pas pépiniériste. Non, hybride, merci. Excuse-moi. Non, mais du coup, j'aime bien le terme d'hybride parce que en fait, c'est vrai que plutôt de touche à tout. Parce que en fait, aujourd'hui, on me demande comment est-ce que m'est venue mon idée. C'est pas très compliqué, mais c'est un cursus que malheureusement pas beaucoup de personnes ont. J'ai commencé avec l'agriculture dans les études. En fait, le gros truc que j'ai, c'est que j'ai toujours été avec les plantes. Et c'est la seule chose qui a jamais dévié. Et je suis resté là-dessus. Et encore au début, c'était les animaux. Mais j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, ce n'était pas les animaux, c'était la nature. Et donc, moi, je suis issu du milieu urbain et j'avais cet attrait pour la végétation en milieu urbain. J'étais persuadé depuis le début qu'on pouvait faire quelque chose avec, les concilier tous les deux. Et d'ailleurs, j'ai raté des diplômes à cause de ça parce que à l'époque, j'étais quelqu'un qui, en fait, c'était pas viable. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? On n'avait encore parlé, j'ai presque jamais parlé d'agriculture en ligne. Et on disait, c'est bien, le but de tes études, c'est de réussir à vivre derrière. Et tu ne vivras pas comme ça, quoi. Et donc, heureusement, maintenant, on arrive un petit peu à en faire. Ça reste des personnes qui sont très marginaux. Mais il y en a. Et c'est très bien. Et plus il y en a, et plus on va arriver à le faire. C'est parce que ça donne des exemples, même si c'est des gens qui se sont vautrés, c'est des exemples qui sont progressifs, qui vont nous permettre, nous, d'améliorer les choses. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que, du coup, je n'ai pas du tout peur, moi, de lancer le projet et que ça ne fonctionne pas, parce que je me dis, en fait, ce que j'ai fait, ça va être renouvelé sûrement. Ça aidera pour la suite. Et voilà, ça va aider derrière. Un passage de relais incessant, oui. C'est ça. C'est fort. C'est une expérience, et une expérience, c'est toujours bon à prendre. Donc, du coup, j'ai été d'abord dans l'agriculture, ensuite j'ai travaillé en tant que paysagiste sur les chantiers. Ensuite, j'ai été jardinier. Là, encore une fois, confrontation entre la vie et la nature. J'ai fait un métier de jardinier avec que du sécateur à la main, jamais un taille-haie. Donc, toujours la tête dans le végétal complètement. Et ça, ce truc-là que je voulais faire et qui était hyper intéressant, j'aurais jamais pensé le faire là où je l'ai fait, c'était à Paris. Pour moi, c'était tellement hallucinant, en fait, dans des écosystèmes autant évolués, alors que j'étais dans des jardins, dans des patios et dans des toits d'immeubles qui étaient juste hyper forts. Et je me disais, mais en fait, à la campagne, on a la même chose. Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant? Les personnes qui étaient riches, pour qui je travaillais, c'était juste hallucinant de voir ce qu'ils avaient créé et qu'ils gardaient pour eux leur petit Éden, quoi. Donc voilà, et je me suis dit, en fait, il y a moyen de ramener de la plante en ville. Il doit y avoir une demande. S'il y a plein de balcons de plus en plus, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de plantes qu'on peut mettre. Et on nous dit qu'il faut végétaliser au pied des immeubles, mais je ne suis pas d'accord, il y a tous les balcons. Non, toute la hauteur. Et est-ce que c'est l'urbanisme qui doit le faire ou est-ce que c'est le particulier? Moi, je pense que si le particulier a l'opportunité de le faire, il le ferait. Donc ça, c'est un des deuxièmes constats. Troisième constat, en fait, moi, je suis monté en grade avec mes études et tout ça. Et du coup, je travaille sur les chantiers en tant que conducteur de travaux, en tant qu'architecte du paysage. Donc, je conçois des gros projets. J'ai conçu des plages au Maroc qui sont des très gros projets avec une tendance écologique à chaque fois. Ça, c'est mes valeurs que je défends. Et je me rends compte de comment c'est compliqué d'avoir une valeur écologique à défendre auprès d'un élu, parce que lui, ce qu'il va voir, c'est l'hôtel ou le restaurant va demander beaucoup plus d'argent, va être beaucoup plus rentable que de garder l'arbre qui est là depuis 100 ans. La dernière fois, j'ai parlé avec des personnes qui étaient hyper passionnantes pour ça, parce qu'ils se sont rendus compte que le seul moyen de leur parler comme ça de cet intérêt patrimonial, c'était pas de dire que la plante avait 100 ans, c'était de dire s'il avait acheté en pépinière une plante de 100 ans, elle vaudrait tant d'argent.
Et dans ces cas-là, en fait, les personnes qui conduisaient les travaux, ils disaient ah oui, peut-être qu'effectivement, pour 3000 euros, on ferait mieux de dévier la route. Et je me dis, mais on vous a dit que ça avait 100 ans. C'est évident que c'est chargé en histoire, ça devrait être plus fort que ça. Et en fait, les années ne parlent pas. C'est juste de l'argent aujourd'hui. Donc, du coup, s'il faut parler avec de l'argent, on va le faire. Mais je trouve ça très intéressant, cette discussion. Et donc, au-delà de ça, moi, ce que je voyais, c'était on a un projet. Dans la globalité, on veut que ça ressemble, ça soit plutôt homogène, mais il y a un super joli parterre d'hortensias qui est là. Et donc, moi, mon combat, ça va être de dire, en tant que paysagiste, on va le conserver. Il a un intérêt, il est là, et plutôt que de les déplanter pour aller, ça se trouve, replanter des mêmes hortensias, parce que c'est trop compliqué de les préserver, de dire, bah, non, on les garde. Et ça marche jamais. Juste au niveau financier, sur les travaux, c'est très compliqué à conserver et ça coûte vraiment rien du tout à remplacer. Et donc, du coup, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait pour appuyer cette valeur en fait, de l'être vivant qui poursuit des années? Et il n'y avait pas vraiment de solution. Et après, du coup, je quitte du coup, ce travail qui était le plus haut que j'avais en tant qu'ingénieur du paysage pour revenir sur ce que j'avais vécu de la production de plantes. Et en tout cas, d'avoir la tête dans les plantes. Et du coup, je m'intéresse à la revente en plantes d'intérieur. Donc, il faut savoir, c'est complètement deux domaines qui ne sont pas du tout en relation. La vente de plantes d'intérieur ne connaît rien de la production et de la vente de plantes d'extérieur. Et inversement. Pourtant, on parle de plantes et c'est bizarre, en fait, on produit quasiment de la même façon, mais moi, il y a plein de fois où j'ai été voir des fleuristes, j'ai été déposer un CV pour travailler chez eux et qu'on m'a dit, ben, vous êtes paysagiste, qu'est-ce que vous voulez faire chez un fleuriste, vous n'y connaissez rien. J'étais en train de me dire, je ne sais pas, il me semble que j'ai une sensibilité pour allier les couleurs, pour allier les motifs, que j'ai travaillé en tant qu'architecte. Et d'un autre côté, je connais les plantes. Donc, on devrait réussir à faire quelque chose avec mon profil. Et en fait, non, parce que ce n'est pas du tout le même domaine. Parce que tu n'es pas dans les cases. Oui. Voilà. Et non, mais du coup, voilà, c'est des trucs où ce profil-là est vraiment particulier. Et derrière, du coup, je quitte la vente et je me remets sur la production en pépinière. Donc, c'est pour ça que je suis pépiniériste. Et en fait, je me rends compte qu'on ne produit pas. On fait de l'achat-revente. Et je me dis, mais en fait, du coup, aujourd'hui, quand on nous parle de circuit court, d'économie sociale et solidaire, qu'on est prêt à acheter des pots qui sont plus chers parce qu'ils sont produits en local, qu'on est prêt à acheter des décorations qui sont plus chères, mais produits en local, on est prêt à le faire. Mais par contre, personne ne se pose la question de dire la plante, parce que forcément, comme c'est une plante, c'est écologique. Et là, j'appuie beaucoup dessus en disant, en fait, non. Une plante, quand vous la payez 1 euro, elle a traversé 2 fois le continent. Elle a été au moins manipulée par une vingtaine de personnes dans 3 structures différentes. Le semencier, la personne qui fait les jeunes plants et la personne qui fait la revente. Et sur les 1 euro, il y a ce voyage de carbone et ces 3 acteurs. Pour réussir à vivre avec le peu de salaire qu'ils touchent sur les 1 euro, ça veut dire qu'ils surproduisent. Et c'est pour ça qu'ils jettent. Et ça, aujourd'hui, personne n'en a conscience parce que c'est une plante et forcément c'est écologique. Et je te remercie, Nicolas, de nous expliquer tout ça. Alors, c'est vraiment passionnant. Moi, j'aimerais bien continuer. En fait, j'aurais bien voulu avoir une émission de 2 heures, mais je vois l'heure qui tourne et puis tu as un rendez-vous qui arrive. Donc, je suis un peu frustrée. Enfin, je suis très contente et je suis frustrée en même temps. Je vous l'ai dit qu'il ne fallait pas parler avec des passionnés, que ça, à chaque fois, ça allait être trop long. Ah, mais on est convaincus, hein. C'est pas le milieu dans lequel vous allez aborder, ni c'est juste les passions. Toi, tu aurais dû te taire, hein, je te dis franchement. Est-ce qu'il y a un temps fort dans l'année qui est important pour toi? Une période? Non, j'en ai plus parce que je touche à tout. Oh, merci. Non, c'est vrai. En fait, le condensé de mes 3 métiers aujourd'hui, de faire des initiations, c'est sur toute l'année, tout le monde intéresse tout le temps. Le fait d'avoir de la production, c'est sur des périodes qui sont été, c'est les personnes, c'est automne et hiver. Et les moments où en fait on n'a pas de production, j'ai le gardiennage.
Et du coup, je garde pendant les vacances. Mais du coup, je n'ai pas beaucoup de vacances. En fait, il a C'est compris. parfait en métier. Non, mais attends, en fait, il a compris ma question, c'est-à-dire on fait ça quand, mais non, il n'a pas voulu. Retenez bien ce nom, Nicolas Taliu, la SPV, Société Protectrice des Végétaux à Lyon 7e. Sur Internet, legardiendesplantes.com, c'est une pépite. J'adore, je vais en parler sans arrêt autour de moi. Longue vie. Je peux me permettre de finir sur un truc? Oui. Je vais te remercier, Nicolas, parce qu'à un moment, tu m'as dit, mais on va se mettre dans un petit coin. Non, non, pas du tout. Où est-ce qu'on est? Et là, on a eu des gens qui passaient, c'est génial. Oui. Où est-ce qu'on est? Voilà, en 30 secondes. En fait, aujourd'hui, j'ai pu avoir le terrain grâce à la CERL, qui est l'aménageur de Lyon. Et en fait, ils ont mis à disposition en occupation temporaire un bâtiment qui est géré par Plateau Urbain. Et en fait, dedans, on a un regroupement d'une vingtaine de structures. On travaille, on s'échange ensemble. Hein, c'est eux qui font ma signalétique, c'est eux qui m'aident à faire des mobiliers, des accessoires et autres. Et quand on parle d'économie aussi en circuit court, c'est ça. C'est d'avoir un regroupement ici de plein de compétences et de plein de gens, et c'est super agréable. Et aujourd'hui, en fait, eux, ils prennent les plantes que moi, je prends en gardiennage dans leur bureau. Et c'est toujours hyper agréable de savoir qu'en fait, on peut compter sur ces gens-là et que moi, je puisse leur apporter un peu de verdure dans leur milieu de travail, malgré l'aspect précaire du lieu où on ne sait pas combien de temps est-ce qu'on va rester. D'accord. Juste une dernière question, c'est qui la dame en vert? Parce qu'elle est bien cadrée et tout le monde l'a vu. Donc c'est Aurélia qui est la responsable de Plateau Urbain. C'est elle qui m'a accueilli et qui a dit que mon projet était top et que du coup m'a donné les responsabilités que j'ai aujourd'hui. Bon, eh ben moi, il faut savoir être humble, si je puis me permettre. C'est donc à toi, Audrey, d'aller clôturer. Merci infiniment, Nicolas. Vous aurez compris, il y a une grande évolution de mentalité et de comportement à générer, une obligation de se responsabiliser par rapport aux liens que l'on a aux végétaux, au pluriel, la manière dont on les pense, la manière dont on les utilise. Et j'aimerais bien qu'on en arrive à enlever ce terme d'utiliser, de jeter, de consommer les végétaux, mais qu'on arrive à quelque chose d'autre, de beaucoup plus sain. Ce que j'appelle assainir notre rapport au vivant, et les végétaux en font partie. Et tu es un magnifique exemple, Nicolas. Je suis ravie que cette première entrevue ait été avec toi. Merci beaucoup. Je te dis un truc entre toi et moi, jamais elle m'a parlé comme ça. Merci. Oh, menteur. C'est la casquette.